التونسية الصحيفة الإلكترونية الأولى في تونس، مستقلة، إخبارية جامعة، تحيين في كل حين. زوروها على www.التونسية.com.n. التونسية، لتتمتع بالسبق. Pourquoi? Parce que Dubaï n'avait pas de pétrole. Les réserves découvertes en 1967 ont été très vite épuisées sur Dubaï. Et donc, le chef de Dubaï, Cheikh Rachid, et après dans la suite Cheikh Maktoum et Cheikh Mohamed actuellement, pour assurer la pérennité du développement qu'avait connu Dubaï au moment de l'ère pétrolière, alors que le pétrole se faisait très rare, a décidé de changer complètement l'orientation de la ville. La première qui leur est sautée aux yeux, c'est le commerce, parce que Dubaï avait la particularité par rapport au reste du golfe Persique et du pétrole, où c'était une majorité, de gens, des bédouins. Sur Dubaï, ce n'étaient pas des bédouins, c'était des commerçants. Dubaï est né il y a 2000 ans du commerce de la perle. Il y avait des perles et des huîtres perlières dans la région, et ils pêchaient la perle et ils exportaient la perle principalement à destination de l'Inde déjà à l'époque, donc une activité portuaire déjà très importante. Et après ils ont développé des activités de cabotage avec les DAO sur toute la région alentour, que ce soit les pays du Golfe, que ce soit la Corne de l'Afrique où ils descendaient pratiquement jusqu'à Madagascar et en Tanzanie. Ils suivaient en cela un petit peu le modèle qu'avaient développé les Omanais aussi, qui étaient des grands marins. Et donc il y avait, on va dire, islamisé toute une partie de la région. Hein, parce que si vous voyez les îles de l'océan Indien, telles que les Comores, des pays comme la Tanzanie et tout ça, il y a une très forte population musulmane qui est héritée de cette période omanaise. Donc les cheikhs, quand ils se sont retrouvés, on va dire, sans la manne pétrolière, ont eu quand même l'intelligence de garder leur argent pour assurer le développement futur. Ils se sont dit, si on veut développer le commerce, qu'est-ce qui va attirer les gens à venir faire du commerce avec Dubaï? Ça va être premièrement de mettre des endroits faciles pour faire du commerce. Donc la grande idée, c'était de créer une zone franche. C'est là où ils ont créé Jebel Ali. Finalement, c'est une zone franche où les compagnies peuvent s'y installer en propre sans avoir besoin de sponsors et rapatrier 100% de leurs bénéfices. Donc c'est un énorme avantage. Avec un port énorme, le port de Jebel Ali, un port Rachid aussi qui lui-même était très actif. Plus à ne pas oublier, c'est une chose que j'espère vous découvrirez à Dubaï, en dehors du côté clinquant et ultra moderne de la ville, je vous promets, Dubaï est resté une vraie vieille ville orientale telle que moi je les aime. Tout le long du Cric, il y a encore tout ce commerce très très fort avec les poutres et qui est extraordinaire et qui est en parfaite conjugaison avec l'activité des grands ports. Vous voyez ces poutres sur 6 rangs côte à côte sur les quais avec des montagnes de marchandises prêtes à partir de toutes sortes, que ce soit ça va des frigos, des pneumatiques, des voitures, et qui sont là et qui sont distribuées. Dubaï étant par exemple la première porte d'entrée vers l'Iran, beaucoup d'articles de base, mais aussi avec de très forts échanges avec l'Inde. Sur ces bases-là, donc si vous voulez développer le commerce, évidemment, il ne faut pas uniquement développer les ports, il faut aussi développer les aéroports. Donc il y a eu un besoin immédiat pour la ville d'avoir un aéroport. À l'origine, dans la région, il y avait une compagnie très forte et très puissante qui s'appelait Gulf Air, issue de 4 États, Bahreïn, le Qatar, le Sultanat d'Oman et Abu Dhabi, mais pas Dubaï. Ce qui fait que Gulf Air, petit à petit, s'est retiré de Dubaï. Dubaï voyait passer pas mal de compagnies aériennes parce que c'était un aéroport d'escale technique quasi obligatoire pour faire le plein pour aller en Asie au moment où les avions n'avaient pas les jambes assez longues pour aller jusqu'en Asie, donc on les voyait. Mais d'un seul coup, quand sont apparus sur le marché les 747 et les DC-10,
l'escale technique de Dubaï n'était plus obligatoire. Donc l'aéroport s'est retrouvé à péricliter, voire à baisser, et c'est là où donc la volonté des rouleurs de Dubaï s'est imposée de dire on a besoin de notre propre compagnie, parce que de toute façon on ne peut plus compter sur Gulf Air qui ne pose plus chez nous, et on ne peut plus compter sur les autres compagnies internationales qui ne viennent plus chez nous, parce qu'elles n'ont plus besoin de se poser. Donc pour faire Singapour-Paris, Singapour Airlines avec leur 747 pouvait faire, Air France aussi. Et toutes les grandes autres compagnies qui utilisaient cet aéroport ont commencé à perdre cette escale. Résultat des courses, donc, c'est qu'on a commencé à créer la compagnie donc, en 1985, 4 personnes. Je pense, pour moi, si vous me demandez quel est le grand succès de l'Emirates, pourquoi c'est un tel succès, c'est que ces 4 personnes qui ont fondé la compagnie sont toutes les 4 encore dans l'entreprise. On a le même management depuis 27 ans. Pas un changement, pas rien qui a tourné. Sheikh Ahmed, chairman, est vraiment un fantastique chairman. Derrière, vous avez Maurice Flanagan, qui était vraiment un des fondateurs de l'aviation civile sur le golfe Persique, et qui ici avait créé des infrastructures aéroportuaires bien avant la compagnie aérienne, puisqu'il est arrivé à Dubaï, Maurice Flanagan, en 1964, imaginez un peu. Tim Clark, lui, qui était un des responsables de British Caledonian dans le golfe Persique, et donc il connaissait bien, et Ram Menon, qui lui était déjà actif dans la région du Golfe bien avant la création des gains. Et ces 4 personnes sont toujours là. Et ces 4 personnes managent toujours la compagnie. Bon, évidemment, ça s'est étoffé, le management depuis des ans. Mais ce qui fait que, si vous voulez, l'orientation de la boîte de l'origine jusqu'à nos jours n'a pas changé. On n'a pas eu à diverger. Et je crois que c'est ça notre grande force par rapport à tous les autres groupes. C'est qu'on nous a donné une ligne et on s'en est tenu. Le gouvernement de Dubaï, pour nous lancer au début, a donné 10 millions de dollars. Ces 10 millions de dollars ont été utilisés pour faire un leasing de 2 avions qu'on a fait en leasing à Pakistan Airlines. C'est comme ça qu'on a démarré nos activités. Et les premiers vols ont été opérés sur l'Inde et sur le Pakistan pour des raisons évidentes, puisque le marché du travail pour les Émirats, c'était beaucoup le sous-continent indien, donc le Pakistan, Inde, Sri Lanka et Bangladesh principalement. Donc les premiers vols ont été là. Et puis après, naturellement, pour le commerce, il y a Hong Kong qui a été ouvert, et qui dit aussi la grande logique un petit peu de Dubaï, c'était de dire si on ouvre à l'est, on ouvre à l'ouest. Donc quand on a ouvert Hong Kong, au même moment on a ouvert Londres. Pour ce qui est de l'Afrique, la première destination ouverte, ça a été le Caire, qui a été ouverte en 1986, c'est-à-dire la deuxième année de la compagnie. Donc vous voyez, notre présence africaine est longue, puisqu'elle existe depuis 1986, mais avec un développement raisonné. Beaucoup de gens sont toujours étonnés de dire Emirates envahit l'Afrique. C'est faux. C'est faux. Sur Emirates en Afrique, on a, si on inclut les destinations cargo, on a 24 destinations au total sur l'Afrique. Donc si vous voulez, en 27 ans, 24 destinations, ça veut dire qu'on ouvre sur l'Afrique moins de 1000 destinations par an. Donc on n'a pas une croissance extraordinaire. On préfère renforcer notre présence sur les aéroports où on loue, c'est-à-dire on commence avec des avions de modules relativement petits et modestes, et après on développe la capacité. Et après on développe les fréquences sur ces endroits-là. Et après on regarde si on a des nouvelles possibilités de développer. La compagnie a toujours été profitable. Je vais un peu vite parce que c'est pas intéressant que vous m'écoutiez, mais c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qu'est la compagnie dans son ensemble. Donc on a toujours fait des profits, à l'exception de 1986. Pourquoi 1986? C'était la deuxième année d'existence, parce que c'est là où on a acheté notre premier avion neuf. On n'a plus en leasing, on l'a payé, c'était un A310. Et donc, par rapport au chiffre d'affaires de la compagnie, il doublait quasiment la capacité de la compagnie, parce que ce qu'on avait avant c'était des 727. Et donc c'était un très gros investissement. Mais après, depuis 87, la compagnie a toujours été profitable. Et on n'a jamais reçu aucune subvention de quelque nature que ce soit. Alors après, vous avez pu voir dans la presse que Emirates ne payait pas son carburant. Ici, c'est Total qui nous fournit. Vous savez, Total, il nous donne gratuitement le carburant, c'est normal. Je suis français, donc il nous donne le carburant gratuitement.
Donc vous voyez, ça vous donne un peu le... Non, I will not translate for you. Donc après, pareil, les avions Airbus nous les donnent gratuitement, et Boeing aussi, c'est bien connu, on ne les paye pas parce que c'est une belle image, ça fait de la pub pour eux, donc ils sont contents de nous les donner gratuitement, et ainsi de suite. Donc il y a tous ces romans qui ont été bâtis, dont en fait la compagnie est très bien gérée, avec la même vue et le même plan de développement depuis l'origine du temps, et donc depuis toujours on a suivi la même ligne. La même ligne, c'était très simple, offrir sur toutes les lignes qu'on ouvre le meilleur service possible, au meilleur prix possible pour les passagers. Donc avoir un bon rapport qualité-prix et jamais mettre en danger la qualité du produit pour faire des économies et gagner plus d'argent. Toujours garder, quelle que soit la situation, et on voit par exemple en période de crise comme en ce moment où vous avez beaucoup de compagnies aériennes qui réduisent leur qualité de service, font durer leurs avions plus longtemps, nous on continue à investir. Et la compagnie a été innovante en permanence. On a été la première compagnie à installer des téléphones sur tous les sièges, on a été la première compagnie à installer des écrans vidéo sur tous les sièges, dans toutes les classes. On a été la première compagnie à installer en première des mini-suites, on a été la première compagnie à installer des douches sur les A380. On a été la première compagnie à commander la 380, même si ce n'est pas nous qui l'avons reçu en premier pour les questions de moteur. On l'a reçu, c'est nous qui avons lancé la première commande et tout le monde a suivi derrière en commandant 22 avions en 2002. Donc si vous voulez, la compagnie a toujours été en innovation. L'âge moyen de notre flotte, là aussi, regardez la qualité du produit pour innover, il faut que vous ayez un produit qui vous permette d'innover, donc il faut que vous renouvelliez régulièrement votre flotte. Donc l'âge moyen des avions chez Emirates, c'est à peu près 60 mois. Combien Alors que beaucoup de compagnies calculent en année, 60 mois c'est 5 ans d'âge moyen de la flotte, entre les nouveaux entrants et ceux qui sortent. Ce qui veut dire que grosso modo, on amortit nos avions sur 11 ans et qu'on les sort de la flotte dès qu'ils sont amortis. Sauf si on a des périodes où on est obligé on a une croissance plus forte que d'autres, on est obligé de maintenir pour maintenir les fréquences, tout ça, de maintenir. Mais vous ne verrez jamais d'avions de 20 ans dans notre flotte, ça n'existe absolument pas. Le plus âgé des avions, ça peut être 12 ou 13 ans, mais après ils sont retirés. Donc tout le monde est toujours surpris quand vous voyez dans la presse les énormes commandes faites par Emirates. Ils disent Emirates, on rendez compte, ils vont écraser tout le monde, ils ont commandé 200 avions. Oui, mais dans 200 avions, vous en avez un tiers qui sont pour des renouvellements d'avions, mais le reste qui sont des croissances. Donc à l'heure actuelle, on va franchir la barre des 200 avions au 1er mars, ce qui est très peu par rapport aux très grandes compagnies. Emirates, vous avez dû lire dans la presse récemment, qu'on est passé 3e compagnie mondiale par la taille. Je ne devrais pas dire ça, mais on s'en est nous-mêmes pas aperçu, je vous dis. Parce que moi, je suis rentré dans la compagnie en 91. On avait 10 avions, on était 1200 personnes. On a connu une croissance et on est passé au-delà. Moi, je suis rentré, j'étais le premier employé en France, et après, je suis venu travailler à Dubaï avec le développement des poches, tout ça. Mais on a une croissance très très régulière en permanence. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2012, on a reçu 33 nouveaux avions. 33 nouveaux avions, uniquement des Boeing 777 et des A380. Ça fait la taille, ce qu'on a reçu l'année dernière, c'est la taille d'une grosse compagnie long courrier, on va dire. 33 appareils long courrier comme on a reçu, c'est à peu près ça. On a connu une croissance on n'a pas encore les résultats sur l'année fiscale, puisque notre année fiscale est du 1er avril au 31 mars, et au global sur l'année 2012, on a connu une croissance de l'ordre de 20%. 20%, ça veut dire que tous les 4 ans, doublé. C'est ce que ça veut dire, une croissance de 20%. Donc voilà un petit peu l'image. L'année dernière, on a ouvert 15 nouvelles destinations sur l'ensemble du monde, dont 2 en Afrique. On a ouvert des destinations auxquelles personne ne croyait, où on a des résultats extraordinaires. C'est Zambie et Zimbabwe. Quand
dit qu'on allait faire la Zambie, Zimbabwe, ils sont fait les remplissage actuel, c'est depuis le début de l'année, c'est en Norbert. On fête les 1 an de cette ligne demain, 1er février. On a des remplissages à 88%. On change l'avion, on avait des A330 jusqu'à présent. Demain, c'est le premier vol en Boeing 777. On a ouvert avec 5 vols par semaine. Et on est passé à quotidien le 1er septembre. Et là, on passe en Boeing 777 à partir de 2. Voilà, c'est ma présentation générale. Et maintenant, vous pouvez y aller pour les questions. Elle me surveille, il faut que je fasse attention à ce que je dis. I was just explaining to this gentleman that Emirates is not paying its fuel and everything is paid for. The plane, the food, the fuel, the tax and everything. Is it correct? Yeah, okay. Demain, j'ai plus de boulot. I lost my job. Voilà. Qui veut commencer? Je vais commencer avec une question Gentille? plutôt... Non. Ah, je n'aime pas les Pas du questions tout. gentilles. Donc, Dites-moi. quand on parle de Emirates, on pense automatiquement à Qatar Airways. Donc, il y a dans notre tête à nous, c'est comme un duel entre voisins. Et bon, si vous parlez un peu de ça par rapport à cette concurrence rude. C'est pas une concurrence rude parce que Qatar Airways c'est un tiers de la taille d'Emirates. Donc c'est pas une concurrence rude. On a toujours